va enchaîner sur la série clinique avec Igor. Merci à la SRC d'avoir permis ce travail, d'avoir donné accès aux données des patients. C'est un registre qui est prospectif, enfin qui est en tout cas rempli de manière prospective, et les données sont sont sélectionnées secondairement. Et c'est Igor qui va nous présenter ce travail. Merci. Merci de m'avoir accordé la parole. Toujours dans la suite de notre mise au point sur les complications neurologiques observées dans les chirurgies programmées du rachis cervical et lombaire dégénératif, nous allons voir quels sont les enseignements qu'on peut retenir à propos d'une série clinique. Donc, dans notre série, les chirurgiens de la SRC sont des membres partenaires du logiciel Follow. Et il faut dire que la chirurgie du rachis a été décrite comme l'une des spécialités avec des complications très élevées. Et c'est l'une des chirurgies pour laquelle la Haute Autorité de Santé avait donc souligné un grand nombre de recours en justice. Et au cours des 10 dernières années en France, on note donc une nette progression des chirurgies du rachis et 80% des indications sont du dégénératif. Les complications neurologiques ne sont pas rares et elles sont potentiellement graves. Et dans la littérature, comme on l'a bien vu, les séries cliniques sont assez hétérogènes. Et nous avons Nasser qui avait en 2010 décrit des complications pouvant atteindre 10% de tout ordre. Donc nous avons donc mené une étude de suivi avec une analyse rétrospective des données allant d'une période de février 2020 à novembre 2023. Et le questionnaire avait été élaboré grâce au logiciel Follow par les chirurgiens de la SRC. Et les patients ont également participé au recueil de données à partir du logiciel Follow. Et l'ensemble des données a été colligé dans un tableur Excel. Puis nous avons utilisé le logiciel EasyMedStat pour mener l'analyse. Donc, en termes de complications neurologiques soulignées, nous avons vu les brèches accidentelles de Dumet, les douleurs aiguës post-opératoires, les déficits radiculaires, les déficits médulaires, l'hématorachis et la malposition ou les migrations des matériels. Donc, pour cela, nous avons donc mené une analyse descriptive de l'ODI, de l'EVA, la qualité de la reprise de travail, le questionnaire de satisfaction et le devenir des patients. Nous avons également analysé les facteurs associés à la survenue d'une complication telle que l'âge, le sexe, l'IMC, le score ASA, la survenue d'un antécédent de chirurgie du rachis cervical, la durée opératoire, le saignement péropératoire, la déclaration d'une complication péropératoire, la durée d'hospitalisation et les délais de reprise d'activité. Donc, dans notre série, nous avons colligé environ 8000 cas de chirurgie programmée du rachis dégénératif et nous avons exclu les traumatismes, les tumeurs et les infections. Dans notre série, 15% des patients étaient opérés de pathologie dégénérative à l'étage cervical. Et dans ce pourcentage de patients, nous avons souligné environ 2% de complications. 80% des chirurgies étaient réalisées à l'étage lombaire et nous avons souligné à cet étage un taux de 4,5% de complications. Donc, concernant le descriptif des complications dans notre série, à l'étage cervical, comme nous pouvons le voir dans ce camembert, les brèches accidentées de Dumet constituent environ 55% de complications neurologiques et venant en deuxième position, l'hématorachis autour de 20%. Les déficits radiculaires, la paralysie du récurrent représentaient environ 10% des cas. Et à l'étage lombaire, les brèches représentaient environ 88% de complications. L'hématorachis était souligné dans 6% des cas environ, avec les déficits radiculaires qui représentaient 3%. Donc, dans notre population générale, nous avons souligné un âge moins de 56 ans. Le sexe ratio était dominé par les femmes à hauteur de 52%. Et la plupart des patients étaient en surpoids avec un IMC autour de 26,54. Le score ASA moyen était autour de 2,5, entre 2 et 3, on peut dire. Et un antécédent de chirurgie du rachis avait été souligné dans 12% des cas. Nous avons eu donc une durée opératoire moyenne de 1 quart d'heure et le saignement péropératoire était autour de 80 millilitres. Nous avons donc une durée d'hospitalisation moyenne de 2,5 avec des extrêmes entre 2 et 60 jours. Et les complications neurologiques représentaient donc 3,4%. Donc, dans notre analyse descriptive, nous avons
en termes de complications à l'étage cervical, il n'y avait pas de facteurs associés à l'âge, au sexe ratio, à l'IMC, ainsi que un antécédent de rachis cervical. Par ailleurs, le score ASA est à 3, ainsi que la constatation d'une complication péropératoire étaient des facteurs qui étaient impliqués dans la survenue d'une complication neurologique. En termes de durée du séjour, il n'y avait pas une nette différence significative. En termes des paramètres de douleur, nous avons une dégradation du score NDI chez les patients qui avaient été victimes de complications à 3 mois, et il y avait également une dégradation de leur EVA radiculaire qui était assez significative à 6 mois. Et à 6 mois et à 1 an post-opératoire, il n'y avait pas d'influence, il n'y avait pas de modification significative du NDI. À l'étage lombaire, nous avons retrouvé une moyenne d'âge chez les patients qui avaient été victimes de complications de 60 ans, et c'était assez significatif. Un score ASA et A3 était également assez significatif, c'est 33% des patients. La plupart des patients étaient en surpoids, et 28% des patients qui avaient été victimes de complications soulignaient un antécédent de chirurgie du rachis lombaire. Les chirurgiens avaient déclaré une complication en péropératoire dans 3 cas des cas. Et en termes de saignement, les patients qui avaient été victimes de complications saignaient 2 fois plus, et ils séjournaient également 2 fois plus en hospitalisation. 2 fois plus de patients également victimes de complications séjournaient en centre de rééducation, et la plupart des niveaux, et le niveau L4, L5 était le niveau au cours desquels on rencontrait le plus de complications neurologiques. Pour les paramètres de la douleur, nous avons une dégradation significative de l'ODI à 1 mois, ainsi que de l'EVA radiculaire à 1 mois chez les patients qui avaient été victimes de complications. Et les patients victimes de complications ne soulignaient pas, dans la plupart des cas, une meilleure amélioration post-opératoire. Et dans la moitié des cas, les patients victimes de complications poursuivaient considérablement la consommation d'antalgiques à 1 mois. Et en termes de reprise du travail, il y avait 2 fois moins de reprise de travail chez les patients ayant été victimes de complications, et une consommation 2 fois plus chez les patients à 6 mois, une consommation d'antalgique à 6 mois chez les patients qui avaient une complication neurologique. Les patients qui avaient été victimes de complications n'étaient pas très satisfaits et recommandaient moins la chirurgie dans 3 cas des cas à un de leurs proches. Qu'est-ce que nous pouvons dégager de notre étude? Nous avons souligné une complication globale dans 3,4% des cas. Et comme facteur de risque souligné, nous avons un score ASA autour de 3. La plupart des patients étaient obèses et en surpoids. Et l'antécédent de chirurgie du rachis lombaire avait été souligné dans la plupart des cas. Et les patients qui avaient une complication neurologique ont noté une augmentation du saignement en péropératoire, ainsi qu'une durée de séjour supérieure à 5 jours. Quelles sont les conséquences de la survenue des complications neurologiques? On a donc souligné un impact sur la récupération ainsi que l'amélioration des douleurs qui étaient donc persistantes, et on avait donc une poursuite d'antalgique jusqu'à 1 mois, jusqu'à 1 an pour la plupart des patients. Et il y avait donc un impact sur le devenir des patients, car 2 fois plus de patients ayant des complications neurologiques devaient séjourner en centre de rééducation, et 2 fois moins de patients reprenaient le travail. Donc, les limites de notre étude ont été également soulignées en termes de probable sous-déclaration des complications, comme dans la plupart des séries cliniques. Et cette sous-déclaration donc a donc un impact sur les données manquantes. Et nous avons également souligné un probable biais dans le mode du recueil, car le patient participe lui-même à son propre participe directement à l'étude, et les questions ne sont pas toujours toutes comprises chez les patients de la même façon. Et en termes de suivi également, le suivi était assez exhaustif à 1 mois, et on avait une diminution très faible lorsqu'on s'approchait de 1 an. Donc, au vu de tout ce qui précède, nous pouvons dire que
il y a donc une survenue de complications neurologiques dans les chirurgies programmées du rachis dégénératif. Dans notre série, nous avons souligné 2% de complications à l'étage cervical et 4% à l'étage lombaire. Et une durée de suivi plus longue doit donc être nécessaire pour caractériser l'évolution clinique et fonctionnelle à long terme des patients opérés de chirurgie du rachis programmée. Et il faudrait que le suivi soit assez exhaustif pour optimiser donc les données. Je vous remercie pour votre aimable attention.